Bonjour et merci de venir pour le deuxième cours de cette série sur les algorithmes. Aujourd'hui, je vais parler de réseaux sociaux et ensuite Laurent Massoulier parlera de détection de communautés. Je vais commencer par vous parler un peu de la toile, comme on dit, c'est-à-dire le web, comme on dit. Ensuite, j'analyserai la structure de la toile, à savoir les degrés. Puis, je parlerai de phénomènes de petits mondes dans les réseaux sociaux. Et enfin, de phénomènes de plafond de verre dans les réseaux sociaux académiques. Donc, le thème du jour, c'est les réseaux, soit réseaux de pages liées par des hyperliens, soit réseaux sociaux, en lien avec l'exposé de Laurent. Donc, je commence par vous parler de la toile. Comment faisait-on autrefois pour trouver une information ? On avait des encyclopédies, on avait des dictionnaires, on allait à la bibliothèque, on regardait dans des casiers avec des petites fiches pour trouver la référence des articles ou des livres dont on avait besoin. C'était long. C'était lourd. La plupart des choses étaient rangées dans l'ordre alphabétique. Ou alors, quelquefois, quand on voulait s'y prendre de façon peut-être essayer de mieux organiser, on organisait les bibliothèques ou les librairies par genre. Donc, en mettant ensemble les sciences de la nature, ensemble les sciences appliquées, etc. Donc, cela pouvait permettre, quelquefois, de trouver l'information plus rapidement ou quelquefois moins rapidement. Ça, c'était autrefois. Et comment faisait-on autrefois pour découvrir une information dont on n'avait aucune idée, dont on ne savait même pas qu'elle existait ? Il y avait deux façons essentielles. L'une, c'était de lire l'encyclopédie ou lire le dictionnaire. Je connais des gens dans la génération de mes grands-parents qui, lorsqu'ils avaient du temps libre, passaient leur temps à lire le dictionnaire. Ou alors, les informations nouvelles étaient publiées dans des articles. Ensuite, quelquefois, des explications de ces informations étaient publiées dans des articles de vulgarisation ou dans des livres. Et ensuite, il y avait des professeurs qui pouvaient les enseigner, les présenter à un public, ce qui permettait de diffuser les nouvelles informations, mais c'était toujours selon une structure hiérarchique. Mais est apparu il y a un certain temps un texte visionnaire qui a proposé une façon différente d'organiser l'information. Une façon d'organiser l'information autour d'une structure qui était nommée un MEMEX, entièrement virtuel, uniquement dans l'imagination de celui qui en parlait. Ce MEMEX, c'était une structure dans laquelle l'individu pourrait stocker tous ses livres, ses enregistrements, ses images, ses communications, et qui était prévue mécanique pour pouvoir être consulté de façon rapide et fiable. Alors comment ça, dans l'idée du concepteur, ça allait être organisé ? Il y aurait un bureau, dessus il y aurait des écrans pour projeter ce qu'on voulait lire, et puis un clavier, et puis tout ce qui était stocké quelque part dans une petite partie de ce bureau. Et le reste, c'était pour faire marcher les choses. Comment est-ce que ça marchait ? Dans l'imagination du concepteur, il disait, disons que le propriétaire de ce MEMEX s'intéresse à l'origine et les propriétés de l'arc et des flèches. Pourquoi l'arc turc très court était-il donc supérieur à l'arc long anglais au moment des croisades ? Sur ce sujet, il avait des livres dans son MEMEX. D'abord, il va regarder son encyclopédie, il trouve un article intéressant mais un peu bref, il le laisse projeter sur un écran. Ensuite, dans un livre historique, il trouve une autre information qui est pertinente et
il lie les deux informations l'une à l'autre. Il les relie. Puis, il continue à explorer ces informations et au fil de ses recherches, il y a la trace, il est comme le petit poussé qui laisse derrière lui des cailloux, il y a la trace de la suite des informations qu'il consulte dans ce MEMEX. De temps à autre, il insère son propre commentaire, il peut le lier également aux informations qui sont déjà présentes. Et puis, ainsi, il y a la trace de tous ses intérêts à travers le labyrinthe de tout ce qui est disponible dans le MEMEX. Des années plus tard, s'il discute avec des amis et il se rappelle de ce sujet sur les Européens et l'arc turc, il peut, dans son MEMEX, retrouver le début, la tête de la suite des informations qu'il a suivies, et après, il peut tout simplement suivre à la trace ce qu'il a fait il y a quelques années pour retrouver toutes les informations, grâce à tous les liens qui ont été stockés. Alors ceci devrait vous sembler familier. Ça ressemble aux liens du web, de la toile. Et puis, plus tard, de nouvelles sortes d'encyclopédies vont être créées, imagine-t-il. Des encyclopédies avec non seulement les informations, mais aussi les liens entre les informations, les liens créés par les gens qui sont passés d'un sujet à l'autre. Et on peut mettre tout cela dans le MEMEX et réutiliser les traces des autres. Ainsi, se crée une nouvelle profession d'explorateurs qui créent leur propre chemin. Ceux qui aiment trouver des traces intéressantes. Et ainsi, les maîtres des informations donnent en héritage à leurs successeurs non seulement les informations dont ils ont fait la synthèse ou qu'ils ont découvert, mais aussi tout l'échafaudage qui leur a permis d'arriver à ces synthèses, c'est-à-dire toutes les suites des liens. Tout cela était dans un article publié en 1945 dans la revue The Atlantic par Vannevar Bush, qui était un conseiller du président Roosevelt. Mais là, il y avait déjà beaucoup d'idées qui ont été utilisées ensuite pour créer le web. L'idée, c'est vraiment, pour trouver les informations, on ne s'organise plus autour de l'ordre alphabétique ou de sujets bien partitionnés bien nettement, mais grâce aux liens que les gens font eux-mêmes entre des sujets qui leur semblent pertinents. C'était vraiment novateur, même révolutionnaire en 1945. Donc c'est par nos hyperliens, les hyperliens, qu'on peut découvrir de nos jours une information dont on n'aurait pas idée, dont on ne sait même pas qu'elle existe. Il suffit de suivre quelques liens, et puis on se trouve sur des pages qui nous parlent de choses auxquelles on ne pensait pas du tout il y a une demi-heure ou il y a 5 minutes. On découvre des choses qu'on n'aurait jamais pensé. Il n'y a plus de structure hiérarchique pour diffuser l'information. Maintenant, c'est une structure non hiérarchique. Chacun contribue et nous pouvons suivre les liens les uns des autres. Donc c'est fondamentalement différent. Et puis, Vannevar Bush a continué son article en disant qu'il prédisait que ce serait vraiment une nouvelle source de sagesse grâce au fait qu'on peut profiter de l'expérience de la race humaine par la suite de leur construction, le détail des constructions. Donc pour lui, c'était l'étape suivante d'application de la science. En 1945, donc après le nucléaire. Alors regardons cette toile qui est donc une structure si merveilleuse pour s'informer. Que pouvons-nous dire de la structure de cette toile? C'est un graphe orienté. Que peut-on dire des degrés des nœuds? Regardons la distribution du degré entrant des nœuds. Un nœud, c'est une page. Le degré entrant, ce sont tous les liens qui pointent vers cette page. Combien y en a-t-il? Ce qu'on peut facilement observer, c'est que beaucoup de pages ont peu de liens, peu de pages ont beaucoup de liens qui pointent vers elles.
Et en fait, ce qu'on va démontrer, c'est qu'il y a là une loi de puissance. C'est-à-dire, si vous regardez le nombre de pages qui ont K liens qui pointent vers elles, ce nombre de pages, plus K est grand, plus c'est petit. Mais la décroissance, donc à la fin il y en aura très peu de pages avec beaucoup de liens, mais la décroissance, elle n'est pas exponentielle, elle est polynomiale. Le nombre de pages vers lesquelles pointent K liens, c'est de la forme A sur K puissance C, pour certains paramètres A et C. Comment peut-on voir ça facilement ? En représentant sur un graphique, non pas K en abscisse et le nombre de pages, la fraction des pages vers lesquelles pointe K liens en ordonnée, mais le logarithme. Puisque si on prend cette équation et qu'on prend le logarithme, le log de la fraction des pages qui ont K liens qui pointent dessus, c'est le log de A moins C log K. Autrement dit, c'est linéaire en log K. Donc, si vous représentez en abscisse le log de K, enfin, ici 1, 10, 100, ça veut dire que le log c'est 0, 1, 2 en décimale. En ordonnée, l'échelle de l'ordonnée, c'est le log du nombre de pages qui ont des degrés entrants égaux à K. Eh bien, cette équation vous dit que c'est une courbe linéaire. Et effectivement, c'est cela qui est essentiellement observé en pratique. Il y a une loi de puissance pour les degrés entrants des pages web. Comment peut-on expliquer une telle distribution ? Lorsque j'ai fait ma leçon inaugurale, je vous ai parlé de l'explorateur du web. Je vous ai dit, pour explorer le web, on a un modèle d'utilisateur pour calculer les popularités des pages. Il part d'une page au hasard, il clique sur un lien au hasard, et puis un autre lien au hasard de la nouvelle page, et ainsi de suite. Et de temps à autre, il fait un saut vers une page au hasard. Ça, c'était pour explorer le web. Voici maintenant un modèle simple pour construire le web. Vous écrivez une nouvelle page. Vers quoi allez-vous mettre des liens ? Dans ce modèle simpliste, on va dire, on choisit une page au hasard dans le web et on recopie un de ces liens au hasard. Ou alors, de temps à autre, on met juste un lien vers une page au hasard. C'est comme ça qu'on choisit les liens à rajouter sur la page. Donc, c'est une proposition de modèle très, très simple. Ce que vous pouvez observer ici, c'est que si vous choisissez une page au hasard et vous recopiez un de ces liens, son lien va arriver vers une autre page, une page voisine. Donc, c'est cette page-là qui va être liée. Et ce qu'on voit, c'est que plus une page a de liens entrants, plus elle a de chances d'apparaître. Si une page a 10 liens entrants, ici j'ai dessiné les pages avec... j'ai recopié un dessin de page avec la taille des nœuds qui correspond au degré entrant, plus ou moins. Et donc ici, ce nœud a beaucoup de degrés entrants. Donc si vous choisissez une page au hasard et que vous suivez un lien, vous avez beaucoup de chances d'arriver ici et donc de recopier un lien vers cette page. On va dire que les probabilités de ces deux événements sont P et 1 moins P. Bon, alors ce modèle, clairement, ce n'est pas la réalité. Mais on va voir qu'il suffit à capturer des propriétés importantes, en particulier le degré. Et il est intéressant quand même parce qu'il repose quand même sur une idée qui a un sens. C'est l'idée qu'on recopie les liens. S'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par une page, donc qui mettent des liens vers cette page, alors nous aussi, on a plus de chances d'être intéressés par cette page. Alors allons-y. Plus une page a de liens vers elle, plus elle en aura. Ce principe a un nom. En français, on dit « on ne prête qu'aux riches ». Voilà. On rajoute un lien de plus vers cette page, on lui donne un lien si elle a déjà beaucoup de liens. Donc ça renforce, c'est une façon de renforcer les inégalités. Alors voici l'analyse. L'analyse se fait en 3 transparents, 3 pages. Première page, je définis une variable
xj de t, le nombre de liens vers la page j à l'instant t. Donc mes pages, je vais les numéroter 1, 2, 3, 4 par ordre d'arrivée. La première page, c'est 1 et ainsi de suite. La page numérotée, c'est t. Donc, que peut-on dire sur xj de t? Combien y a-t-il de liens sur une page juste après que je l'ai créée? 0. Personne ne met de lien dessus. Je suppose qu'il n'y a pas de boucle. Et puis, si vous considérez une page J, comment va changer son nombre de liens entre l'instant t et l'instant t plus 1? D'un instant à l'autre, il y a une nouvelle page qui est arrivée, qui peut-être a rajouté un lien vers J. Donc, la valeur de xj à t plus 1, c'est soit la même qu'avant, soit il y en a une en plus. Et quand est-ce qu'il y en a une en plus? Ben, soit parce que, avec proba p, la nouvelle page a choisi une page au hasard et c'est celle-ci, proba 1 sur t, soit avec proba 1 p, la nouvelle page a suivi un lien, et dans ces cas-là, combien de chances a-t-on d'arriver à la page J? Eh bien, cette page J, elle a combien de liens qui y arrivent? X indice J de t, x de t. Donc, sur les t liens qui existent actuellement, il y en a un en plus à chaque étape, donc au bout de t étapes, ça fait t. Il y en a x de t qui vous mène à la page J. Donc, la proba, c'est xj de t sur t. Donc, ça, c'est la formule de récurrence qui permet de suivre l'évolution de xj de t. Donc, on est passé d'un modèle pour le web, pour la toile, à une équation de récurrence pour le nombre de liens vers chaque page. Maintenant, on n'a plus besoin de comprendre le modèle, il suffit de calculer. Calculer. Page 2. Nous avons cette récurrence. Ce calcul se fait en 3 étapes ici. D'abord, on va regarder la moyenne. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que ici, xj de t plus 1 moins xj de t, c'est 0 ou 1. C'est 0 avec une certaine proba, c'est 1 avec cette proba-là. Donc, en moyenne, l'augmentation de xj de t, c'est exactement cette quantité. Voilà. Et là, on va faire une petite hypothèse. On va supposer qu'on va faire comme t est grand. Au lieu qu'on ait une évolution discrète, t plus 1, t plus 2, etc., on va passer en continu. On va passer en continu parce que dans ces cas-là, le changement de x de t entre t et t plus 1, en fait, on a une augmentation toute petite du temps. Donc c'est dt, et donc on va obtenir, ici, xj plus 1 moins xj de t, c'est la dérivée de xj par rapport à t. La dérivée est égale à quoi? 1 moins p fois xj de t sur t, la même formule, sauf que xj de t est remplacé par cette valeur continue. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que nous avons là une équation différentielle toute simple, linéaire, à coefficient constant. Donc on la résout. Et on obtient une formule pour xj de t. La voici. P sur 1 moins P, T sur J puissance 1 moins P, moins 1. Et là, on va voir émerger la loi de puissance. Donc voici la formule obtenue en résolvant l'équation différentielle. À quelles conditions la page J a-t-elle K liens qui arrivent sur elle? À condition que xj de t, le nombre de liens, soit supérieur ou égal à K. Donc pour savoir si vous avez beaucoup de liens vers la page J, vous regardez si ceci est supérieur ou égal à K. Vous résolvez et ça vous donne les pages qui auront un grand degré. Les pages qui auront un degré supérieur à K, ce seront les pages numéro 1, 2, 3, 4, jusqu'à le J limite qui a cette valeur-ci, le J seuil, T, 1 moins P sur PK, plus 1, puissance moins 1 sur 1 moins P. Et maintenant, si vous observez cela, on va oublier le 1 qui est négligeable, lorsque K est grand. Vous observez que c'est à peu près égal à une certaine constante, 1 moins P sur P puissance moins 1 sur 1 moins P, fois multiplié par K puissance moins 1 sur 1 moins P.
Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est une loi de puissance. Et donc, ce que nous avons montré, ce que nous avons à peu près démontré, c'est que la distribution des degrés des nœuds dans ce modèle simpliste pour la toile suit une loi de puissance. Et donc, il y aura un nombre significatif de nœuds avec un grand degré. La décroissance est polynomiale au lieu d'être exponentielle. Donc ça correspond bien au schéma, en tout cas qualitativement. Alors, nous avons étudié les degrés des nœuds de la toile. Qu'est-ce que nous pouvons étudier d'autre sur cette toile? Quels autres phénomènes sont intéressants? Donc les degrés sont importants, sont intéressants parce que grand degré, ça veut dire beaucoup d'influence. Une page qui a beaucoup de liens dessus, sur elle, c'est une page où quand on la change, c'est important. Les gens remarquent, si on a le contrôle de cette page, on a le pouvoir de la toile. Maintenant, je vais vous parler d'un autre paramètre intéressant sur la toile et les réseaux sociaux, le phénomène du petit monde. Le petit monde, d'abord, pensons à Wikipédia. Wikipédia, donc l'encyclopédie en ligne, avec des liens entre les pages. Ce qu'on observe, c'est que si vous allez regarder la page sur l'équilibre de Nash, de cette page, il y a un lien qui vous amène sur la page de John Nash. De là, il y a un lien qui vous amène à la page qui parle du film Un homme d'exception. De là, au réalisateur Ron Howard. De là, un autre film qu'il a fait, Apollo 13. Et de là, la NASA. Vous avez une petite suite de liens dans Wikipédia qui permettent de relier la notion d'équilibre de Nash à la NASA, alors que ça n'a rien à voir. Et même, il n'y a pas un seul chemin, il y en a même plusieurs. Vous pouvez aussi passer de John Nash à la corporation Rand où il a travaillé, à la théorie du complot dont on parle au sujet de Rand, à la NASA dont on parle aussi au sujet de théorie du complot, et voilà. Ça fait plusieurs chemins très courts qui permettent de relier deux sujets qui n'ont rien à voir. Sur Wikipédia, le monde est petit. Sur la toile aussi. Sur le web aussi, la plupart des nœuds du web, la plupart, ne sont qu'à quelques liens de distance les uns des autres. Ça, c'est le petit monde de la toile. Ça, c'est une erreur. Le petit monde dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, avec vos amis, sur Facebook, Twitter, LinkedIn, vos collègues, je ne sais pas encore. Il n'y a que quelques degrés de séparation entre vous et, disons, par exemple, Ivanka Trump. Vous connaissez sûrement quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Ivanka Trump. Les réseaux sociaux sont petits en distance. Non seulement ça, mais au fil du temps, à mesure qu'il y a des gens qui se connectent, la taille du réseau grandit, mais pas les distances. Les distances ne croissent pas. Comment expliquer, alors qu'il y a de plus en plus de monde sur les réseaux sociaux, qu'on ne se retrouve pas à être de plus en plus loin d'une personne prise au hasard? Ce phénomène un peu curieux, c'est le phénomène du petit monde. Pour l'expliquer, eh bien, on va faire un modèle. Alors voici un modèle pour les réseaux sociaux qui est plus ou moins inspiré d'un modèle connu qu'on appelle le modèle de feu de forêt. Ça part d'une idée dont j'ai déjà parlé plusieurs fois dans le principe. Pour les réseaux sociaux, l'idée s'exprime en disant non pas on ne prête qu'aux riches, mais les amis de mes amis sont mes amis. Donc, je peux me lier d'amitié avec quelqu'un si c'est un ami d'amis. Un ami, c'est quelqu'un qu'on atteint en suivant un lien. Un ami d'amis, c'est quelqu'un qu'on atteint en suivant deux liens à la suite l'un de l'autre, un chemin de longueur 2. Les amis de mes amis sont mes amis, donc on peut faire un raccourci à partir d'un chemin de longueur 2. On peut créer un lien d'amitié un nouveau lien d'amitié entre les deux personnes. Et donc,
Voici comment marche ce modèle pour les réseaux sociaux. Au fil du temps, il y a des nouveaux arrivants. À chaque instant, un nouvel arrivant. Voici le nouveau. Voilà le réseau existant. Ce nouvel arrivant, il a besoin d'un point d'entrée. S'il ne connaissait personne, il ne se joindrait pas à ce réseau, il n'y a pas de raison. Donc il est introduit au réseau par une personne qu'on va appeler l'ambassadeur. Et à partir des amis de cet ambassadeur, il va se faire un nouveau réseau d'amis. C'est un peu comme un club où on est recruté par cooptation. C'est un peu ça, les réseaux sociaux. Alors voilà, ce nouveau, l'ambassadeur, disons que ça va être un nœud aléatoire dans le réseau existant. L'ambassadeur, que va-t-il faire? Il va inviter le nouveau à rencontrer les personnes qu'il connaît déjà, ses amis. Donc, il va regarder ses amis, mais pas tous. Disons peut-être 2, 3 de ses amis, quelques-uns. Et puis après, ses amis, s'ils se prennent de sympathie pour le nouveau, ils vont lui présenter 2, 3 de leurs voisins, et puis ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de l'ambassadeur, on a des connexions vers les voisins des voisins, et ainsi de suite, où chaque nouveau nœud rouge, nœud qui a été présenté au nouveau, chaque nouveau nœud rouge va choisir en moyenne alpha voisins, disons par exemple en moyenne 2, et les présenter au nouveau. Une fois que ce processus est terminé, donc on a 5 nœuds rouges et là c'est terminé, aucun des deux derniers n'a voulu présenter de nouveau de leurs amis au nouvel arrivant. Alors, ce nouveau a maintenant sa liste d'amis, ce sont les 5 nœuds rouges qui sont ici, et on peut rajouter les 5 liens. C'est comme ça qu'on modélise l'arrivée d'un nouveau nœud dans le réseau social. On choisit un ambassadeur, on prend un ambassadeur au hasard, il prend quelques-uns de ses amis au hasard et les présente, et ainsi de suite, récursivement, jusqu'à avoir terminé le processus, et ça définit l'ensemble de tous les amis du nouveau nœud. Que peut-on dire de ce réseau? Avec un réseau construit de cette manière, on peut démontrer rigoureusement que si le graphe initial est assez gros, je ne vous ai pas dit d'où on partait, donc il faut partir au minimum d'un seul nœud, mais si on a un seul sommet au départ, ce n'est pas très fiable, donc il faut quand même avoir quelques personnes au départ pour pouvoir démontrer les choses confortablement. Si le graphe initial est assez gros, et si le paramètre alpha, nombre de nouveaux voisins pour faire de la propagation, est suffisamment grand, au-dessus d'un seuil constant, alors même que le réseau grandit au fil du temps, si vous prenez 2 sommets du réseau au hasard et que vous regardez leur distance, le nombre de liens qui les séparent, c'est borné. C'est borné par une constante. Voilà. Donc, les distances ne grandissent pas dans ce réseau. Est-ce que ce réseau a un côté réaliste? En fait, il possède des propriétés qui sont assez intéressantes parce qu'elles ont été vérifiées expérimentalement. Donc, par simulation, on voit sur ce modèle, ou le modèle de feu de forêt qui lui ressemble beaucoup, que le nombre de liens augmente avec le temps et même le degré moyen des sommets augmente avec le temps. Il y a une densification du réseau. Il y aura de plus en plus, le degré moyen va grandir. La distribution des degrés suit une loi de puissance, ainsi qu'on le souhaite. La distance moyenne entre 2 nœuds pris au hasard reste bornée. Donc il y a le petit monde, la loi de puissance et la densification. Ces trois critères sont satisfaits par ce modèle. Ces 3 critères sont satisfaits aussi sur les réseaux des citations, où les nœuds sont des articles, les arêtes sont... on met une arête entre 2 articles s'il y a un article qui cite l'autre. Sur les réseaux d'acteurs, on met une arête entre 2 acteurs s'ils jouent dans le même film. Sur les réseaux de courrier électronique, on met une arête entre 2 personnes s'ils se sont envoyés un courrier électronique, etc. Donc ce sont des critères qui peuvent permettre de reconnaître si un modèle construit qualitativement la bonne espèce de réseau.
Alors il y a d'autres propriétés qu'on pourrait étudier, mais celles-ci sont, disons, les plus évidentes. La distance est une propriété qui est intéressante dans les réseaux sociaux. On veut savoir si on est prêt, si on peut facilement arriver à se connecter à quelqu'un à Event 4 par exemple. Donc c'est le genre de travail qu'on fait pour analyser les réseaux sociaux. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est exploiter ce début de compréhension des réseaux sociaux pour essayer de définir une notion de plafond de verre dans les réseaux et essayer de démontrer l'émergence d'un phénomène de type plafond de verre dans les réseaux académiques. Qu'est-ce que c'est que la notion de plafond de verre ? L'Observatoire Femmes et Égalité, je crois, sur ce site, il y a écrit « La notion de plafond de verre renvoie au fait que les femmes peuvent progresser dans la hiérarchie de l'entreprise, mais seulement jusqu'à un certain niveau. Résultat, elles sont en grande partie absentes au sommet de la hiérarchie. » Ce qu'on observe ici, c'est que on nous parle de hiérarchie, 2 fois même, 2 fois en 2 phrases. Alors que je viens de vous dire que les réseaux comme le web n'avaient pas de hiérarchie dans leur principe de construction. Alors peut-on quand même imaginer une notion de plafond de verre dans ces réseaux ? Eh bien oui, parce que quand vous avez un réseau social ou la toile, il y a quand même des nœuds qui sont plus importants que les autres. Et vous savez lesquels ? C'est ceux qui ont le plus d'arêtes, c'est ceux qui ont le plus de liens entrants pour le web. Ce sont ceux-là, les nœuds qui importent le plus. Et donc là, est-ce qu'on peut définir une notion de plafond de verre dans les réseaux sociaux où il y a des hommes, des femmes, et enfin deux types de participants, et on regarde les couleurs des nœuds de grand degré pour mesurer la participation de l'un des 2 types de couleurs dans la partie du réseau la plus influente, celle des nœuds de grand degré. Pour cela, on va adopter encore la même approche, c'est-à-dire modéliser, définir plafond de verre et travailler sur un réseau social particulier, réseau social académique ici, analyser, puis confronter à des données empiriques. Sur quel réseau avons-nous travaillé ? Sur le réseau de publication DBLP. Donc c'est un réseau où il y a à peu près toutes les publications d'informatique depuis au moins une trentaine d'années. Et tout le monde peut y avoir accès et donc l'étudier. Donc voici ce réseau. Les nœuds sont des chercheurs en informatique. Les liens signifient que ce sont des co-auteurs. Les nœuds sont rouges si ce sont des femmes et bleus si ce sont des hommes. Et puis, de ce réseau, nous allons extraire une sous-partie du réseau, celle des étudiants et de leurs directeurs ou directrices de thèse. Les sommets ici sont les chercheurs et les arêtes vont être des arêtes entre un chercheur pendant qu'il est étudiant et son directeur de thèse au moment de son doctorat. À partir de DBLP, on peut extraire ce graphe des liens entre étudiants et directeurs de thèse. Alors, pour notre modèle, nous allons avoir besoin de 3 observations. Première observation. En informatique, les femmes sont en minorité. Ça, c'est vrai. Vous entrez dans un amphi où il y a un cours d'informatique et il y a moins de femmes que d'hommes. C'est clair. Donc ça, on va utiliser ça pour le modèle de réseau. Nous avons une minorité de femmes au départ. Deuxièmement, comment se forment les liens entre étudiants et directeurs de thèse ? Étudiants ou étudiantes, directeurs ou directrices de thèse. On utilise le même postulat que dans les modèles précédents. On ne prête qu'aux riches. Plus quelqu'un a encadré d'étudiants, plus
il a de chances de recevoir de nouveaux étudiants. C'est vrai. C'est un fait, une réalité de la vie universitaire. Troisième phénomène, ce qu'on appelle l'homophilie, qui a été observé dans de nombreux réseaux, dont le réseau DBLP, c'est-à-dire qui se ressemblent s'assemblent. Autrement dit, si vous regardez les liens entre étudiants et directeurs de thèse, ou étudiantes, vous observez que c'est plus souvent une femme avec une femme ou un homme avec un homme qu'un homme avec une femme ou une femme avec un homme. Il y a plus souvent, ils sont plus souvent du même sexe qu'en opposition. Et en général, ce phénomène se retrouve dans beaucoup de réseaux où il y a deux types de participants, ceux qui se ressemblent, par exemple deux nationalités, ceux qui se ressemblent ont tendance à travailler ensemble, à se lier les uns aux autres, à former des liens d'amitié, genre Facebook. Vous savez très bien, tous ceux d'entre vous qui sont chercheurs, vous savez très bien que si vous avez un collaborateur qui est indien, vous n'en avez pas un, vous en avez 10. Et si vous avez un collaborateur qui est israélien, c'est pareil. Donc vous avez des entrées vers certaines sous-communautés, où si vous êtes français, vous avez tendance à avoir des collaborateurs français. Il y a des sous-communautés qui se forment à l'intérieur de la communauté internationale des chercheurs. Pourquoi ? Parce que les Français, naturellement, se retrouvent entre eux, quoi. C'est naturel. Donc ça s'applique aussi, ça s'observe aussi pour les hommes et les femmes. Alors, à partir de ça, on va créer un modèle. Modèle de création de réseau. À chaque instant, il y a un nouveau nœud qui arrive, c'est-à-dire un nouvel étudiant. Ce nœud a deux couleurs possibles, rouge ou bleu. On va dire, il est rouge avec proba R, bleu avec proba 1-R. Et à cause du premier principe, en informatique, les femmes sont une minorité, R est strictement inférieur à 1,5. Deuxièmement, ce nouveau nœud va former un lien avec son directeur de thèse ou la personne avec qui il va commencer à faire de la recherche. Comment va-t-il choisir son directeur de thèse ? Proba proportionnel au degré des nœuds existants. Proba proportionnel à l'influence, au nombre de liens, au nombre d'étudiants déjà encadrés par cette personne. Donc ça, c'est le phénomène que nous avons vu déjà pour le web. Troisièmement, l'étape d'homophilie. Que se passe-t-il à cet instant-là ? Avant de former ce lien, on regarde les couleurs des deux nœuds. Si les deux nœuds sont de la même couleur, pas de problème. Si les deux nœuds sont de couleurs différentes, il y a une probabilité, un moins ρ, disons, un paramètre, de rejeter cette possibilité et de recommencer, réessayer, tirer un nœud avec proba proportionnel au degré, puis essayer de former un lien, regarder si les couleurs sont les mêmes ou différentes. Si c'est des couleurs différentes, avec proba 1 moins ρ, on rejette et on recommence, on réessaye. Jusqu'à enfin réussir à se connecter. Alors voilà, un modèle de création des liens de réseau social académique qui utilise trois principes directeurs pour guider la définition. Le fait que les femmes soient en minorité, le fait qu'on ne prête qu'aux riches, qu'on appelle aussi l'attachement préférentiel, et l'homophilie. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que le plafond de verre ? Le plafond de verre, puisque ce qui est important dans les réseaux, c'est le degré, avoir un plafond pour les nœuds rouges, ça veut dire que, alors que dans l'ensemble du réseau, la proportion de nœuds rouges est égale à R, chaque nouveau nœud est rouge avec proba R, si on se restreint à regarder les nœuds qui ont degré supérieur ou égal à K, les nœuds rouges parmi ceux-là, leur fraction tend vers 0 lorsque K tend vers l'infini.
lorsque K est très grand, si on regarde les nœuds les plus influents, c'est ce qui correspond au haut de la hiérarchie dans l'entreprise, la fraction des nœuds rouges tend vers 0. Donc, nous avons notre modèle défini mathématiquement, nous avons la notion de plafond de verre définie mathématiquement. Maintenant, il ne reste plus qu'à démontrer qu'avec le phénomène de minorité et d'homophilie et d'attachement préférentiel, on obtient le plafond de verre. Et oui, on peut le démontrer. On peut le démontrer. Je vous fais la preuve en intransparent parce que je voudrais vous montrer un phénomène, une chose intéressante dans cette preuve. On va analyser la somme des degrés des nœuds rouges. Déjà, pour commencer. Et ce qu'on observe, c'est que x indice t, donc cette somme des degrés, à l'instant t, si on regarde ce que c'est à l'instant t plus 1, que va-t-il se passer? Il y aura un nouveau nœud qui est peut-être bleu, peut-être rouge. Il va se connecter à un nœud qui est peut-être bleu, peut-être rouge. Donc il y a une arête qui va être ajoutée, qui sera peut-être bleu-bleu, auquel cas la somme des degrés des nœuds rouges ne change pas, peut-être rouge-rouge, auquel cas ça augmente de 2, et peut-être bleu-rouge, auquel cas ça augmente de 1. Donc vous avez 3 possibilités dans cette récurrence, avec les probabilités correspondantes des événements correspondants. Et ce que vous observez, c'est que si vous regardez l'incrément, le changement de xt plus 1 moins xt, c'est 0, 1 ou 2, avec des probas qui dépendent de xt de façon à peu près linéaire. Et en fait, cette récurrence peut être analysée en utilisant exactement les mêmes techniques que l'épreuve de loi de puissance que j'ai montrée au début du cours. Donc, une méthode, en passant par les équations différentielles, 2 théorèmes. Et donc, ça permet d'obtenir la formule pour la valeur moyenne du nombre de nœuds rouges. C'est cette courbe ici. Vous voyez que ça tend vers une limite. Et la fraction de nœuds rouges, la somme des degrés, le degré moyen des nœuds rouges. Et à partir de ça, on peut en tirer la distribution des degrés des nœuds rouges. Alors tout ça, c'est de la moyenne. Bien sûr, il faut passer à une étude des véritables suites. Et donc là, il y a un petit peu de probable derrière. Alors donc, ce qui se passe, c'est qu'à partir de ces techniques, on peut démontrer une loi de puissance pour la distribution des degrés des nœuds rouges. Et aussi une loi de puissance pour la distribution des degrés des nœuds bleus. Mais ces 2 lois de puissance, elles n'ont pas le même paramètre. Et donc, la distribution des degrés des nœuds rouges, c'est la courbe bleue que vous avez là, des nœuds bleus. La distribution des degrés des nœuds rouges, c'est la courbe rouge que vous avez là. Et ce que vous voyez, c'est que les femmes disparaissent à peu près par ici, là vers 150 ici. Alors que les bleus vont jusqu'à 500. Donc quand vous avez 2 lois de puissance avec des paramètres différents, il y en a un qui domine pour les grandes valeurs de K. Et c'est pour ça, enfin mathématiquement c'est pour ça, que pour les grandes valeurs de K, pour les grands degrés, il n'y a quasiment plus que des hommes. Ça correspond à la surface de ce triangle vert ici. C'est l'endroit où se trouvent des degrés tels que... On trouve encore des nœuds bleus qui ont ces grands degrés, mais il n'y a plus de nœuds rouges avec ces grands degrés. Alors, donc nous avons étudié sur les réseaux plusieurs modélisations des réseaux et puis quelques phénomènes qui surviennent sur les degrés, sur les distances, sur l'émergence d'un plafond de verre lorsque les nœuds ont 2 couleurs. Je vais terminer avec un petit bonus pour montrer le genre de choses qui peut se passer sur les réseaux sociaux, le phénomène de chambre d'écho. Donc c'est un petit, comme une sorte de petit puzzle. Vous avez une urne avec 3 boules qui sont cachées. Soit c'est 2 boules bleues, une boule rouge, j'aime le bleu et le rouge. Soit c'est 2 boules rouges, une boule bleue. Vous avez 100 personnes, une centaine de personnes. Chaque personne va prendre une boule dans l'urne, regarder sa couleur et la remettre dans l'urne.
Donc chaque personne a une information partielle sur ce que contient l'urne. Et après, on demande aux gens, chacun à leur tour, de dire s'ils pensent que l'urne contient une majorité de boules bleues ou une majorité de boules rouges. La première personne, disons Alice, elle n'a aucune information sauf la boule qu'elle a vue. Si cette boule est bleue, il y a plus de chances que l'urne soit à majorité bleue. Donc elle va dire la couleur de la boule qu'elle a tirée. C'est la seule décision rationnelle. La deuxième personne, elle a maintenant deux informations. Elle connaît la couleur de la boule qu'elle a vue, qu'elle a tirée elle, et elle connaît la couleur de la boule qu'Alice a tirée. Si ces deux couleurs sont les mêmes, pas de problème. Sinon, en fait, il y a une bleue, une rouge, on n'a aucune information. Et dans ces cas-là, on va dire qu'elle va avoir une légère préférence pour dire ce qu'elle a vu, ce qu'elle a constaté des visus, donc elle va dire sa propre couleur de boule. Donc Alice dit la couleur de sa boule, Berthe dit la couleur de sa boule. Ce qui est intéressant, c'est Charlotte. Donc la troisième personne, Charlotte. Si Alice et Berthe sont d'accord, si elles ont toutes les deux dit la même couleur, elle sait que Alice a tiré une boule bleue, enfin disons si elles ont dit bleu. Charlotte sait qu'Alice a tiré une boule bleue et que Berthe a tiré une boule bleue. Donc dans ces cas-là, Charlotte, même si elle a vu une boule rouge, elle sait qu'en fait, il y a plus de chances que l'urne soit à majorité bleue. Donc Charlotte, si Alice et Berthe sont d'accord, Charlotte va dire la même chose, indépendamment de la couleur de sa propre boule. Et dans ces cas-là, Daniel, pareil. Et Ève, pareil. Et ainsi de suite. Et tout ça, c'est rationnel. Et donc, si Alice et Berthe ont tiré la même couleur de boule, alors les 100 personnes, l'une après l'autre, on leur demande si c'est une urne à majorité bleue ou rouge, elles vont toutes dire la même chose, la couleur commune à Alice et Berthe. Mais on sait très bien que ça, si on base la décision finale juste sur Alice et Berthe, il y a probablement un tiers fois un tiers, un neuvième, que ce soit la mauvaise couleur. Donc même avec 100 personnes dans la salle, qui chacune s'exprime de la façon la plus rationnelle possible, il y a probablement un neuvième qu'on se trompe, au moins un neuvième. C'est un paradoxe. Et donc c'est un petit peu une mise en garde au sujet du phénomène d'écho qu'on observe sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui commence à dire quelque chose, puis une deuxième personne derrière, et puis après tout le monde dit pareil. Ce n'est pas pour ça que ça a plus de chances d'être vrai. C'est un phénomène d'amplification, mais qui ne reflète pas, la perception qu'on en a ne correspond pas à la réalité de la fiabilité de ces informations qui sont répétées partout. Alors, conclusion. Donc, il y a des réseaux pour organiser l'information. La toile, le réseau Wikipédia. Il y a des réseaux pour organiser les contacts humains entre les personnes. Les réseaux sociaux, les réseaux de collaboration scientifique, les réseaux entre étudiants et professeurs. Tous ces réseaux, ils ont des structures communes. Les modèles que j'ai présentés, c'est clair qu'ils ne sont pas réalistes. C'est clair que c'est une simplification à l'extrême. Mais ils sont tous une combinaison des mêmes éléments de base, les mêmes briques de base, si vous voulez. L'un des éléments, c'est on prend un nœud au hasard. À un moment ou à un autre, on fait ça. Un autre élément, c'est comment est-ce qu'on établit des nouveaux liens? On utilise la structure existante, la structure de voisinage dans le graphe. Soit on suit un seul voisin, soit on va suivre une suite de voisins, un chemin, soit on va suivre un sous-arbre. Donc on a une suite, un voisinage du graphe qui est exploré pour décider des nouveaux liens. Avec ces deux principes de construction, ça suffit pour faire émerger des phénomènes tout à fait complexes dans ces modèles de graphes. Et ce qu'on voit, c'est que les lois de puissance sont omniprésentes dans toutes les analyses de ces réseaux. Et c'est un point commun entre ces réseaux. À peu près tous, on peut l'expliquer en termes de on ne prête qu'aux riches, les amis de mes amis sont mes amis. Donc ceux qui ont déjà ont plus de chances de recevoir. Alors donc, pourquoi je parle de ça alors que ce n'est pas vraiment
ce n'est pas de l'algorithmique, là, c'est plutôt de la modélisation et de l'analyse que de la conception d'algorithmes. C'est parce que comprendre la structure de ces réseaux, ça peut permettre d'une part de profiter des avantages, donc de concevoir des algorithmes qui pourront être efficaces en pratique, et d'autre part d'éviter de se laisser induire en erreur par des phénomènes de bord, phénomènes d'amplification dus à la façon dont ils sont construits. Voilà.